Mais c'est peut-être une des grandes interrogations, et en tout cas, à mon sens, c'est une des inquiétudes du pouvoir. Ouais, ce qui est frappant, c'est que dans le livre, justement, vous ne faites pas cette espèce de dichotomie qu'on a en permanence entre d'un côté la politique, de l'autre le marché. Vous prenez le marché et c'est à partir de ça que vous faites une critique, et une critique, je dirais, des Chinois, mais en reflet, une critique des Européens, des États-Unis, en nous disant en gros, arrêtez la fascination. Ah bah oui, ils considèrent que maintenant, eux, ce qui m'a frappé ces derniers temps, c'est qu'ils disent, grosso modo, si vous voulez, mais vous, le monde occidental, vous êtes le monde décadent, vous êtes le monde fini, vous êtes vieux, vous êtes fatigué, vous n'innovez plus. C'est pas faux non plus. Oui, mais enfin, c'est nous nous qui nous roulons par terre dès qu'un Chinois fronce le sourcil. Oui, Si vous voulez, c'est quand même notre faiblesse qui est la cause de leur arrogance. Ouais. Mais oui, enfin, eux se disent, attendez, on nous a donné des leçons, ça fait des années et des années que le monde occidental donne des leçons à la Chine, dit à la Chine comment ils doivent faire, etc. Mais eux, aujourd'hui, ils disent, attendez, arrêtez. Et nous, on peut peut-être à nous de vous dire comment il faut faire. Et il y a de plus en plus, d'ailleurs, c'est un des éléments de mon livre, je pense qu'il y a un modèle chinois qui est en train de séduire un certain nombre de pays en développement qui se disent... Plus 10% chaque année, bien sûr. Le pouvoir d'achat, je le disais, multiplié par 10 en 30 ans, enfin, ça vaut la peine d'être regardé. On part de très bas, quand Si même, vous voulez, effectivement, Mais, je veux dire... Éric Israéli, comment on fait quand on est donc l'Occident, qu'on a le boulet de l'impérialisme, le boulet du colonialisme, qu'on a la contrainte des droits de l'homme, qu'on doit fermer sa gueule? Comment on fait pour affronter la Chine sur ses marchés, pour affronter la Chine en Afrique? Si on traîne, c'est pas des casseroles, je veux dire, c'est un handicap, on a des pieds lestés de plomb. Comment on fait, à part essayer d'aller grappiller des commandes? Comment on fait face à cette arrogance-là, qu'elle s'exprime en Afrique ou qu'elle s'exprime sur le marché international? À mon sens, si vous voulez, par exemple, en Europe, on s'unit, c'est-à-dire on se met ensemble, on ne se fait pas bagarre entre Allemands, Français, Italiens et Espagnols face aux Chinois. Pour eux, ils se frottent les mains, si vous voulez, quand ils voient la division européenne sur tous les sujets, que ce soit pour les grands contrats, que ce soit pour la monnaie, que ce soit pour le commerce, pour tout. Mais ils voient une Europe complètement divisée, pour eux, c'est un jeu très facile. Et ils viennent là, vous voyez, le Premier ministre chinois est venu avant Noël, avec des carnets de chèques gigantesques, et la Grèce, vous êtes en train de... je vais vous donner un peu d'argent. Et le Portugal, donc ils sont là. Mais ils ne réinvestissent pas chez eux pendant ce temps-là. Elisabeth, ils ne réinvestissent pas chez eux pendant ce temps-là. Je pense que c'est une grave erreur, exactement. Je pense que nous sommes dans une situation complètement paradoxale où l'un des pays qui est encore un des plus pauvres, la Chine est encore un pays pauvre, on est très pauvre là-bas, est celui qui épargne le plus, celui qui a le plus d'argent de côté. C'est pas normal, si vous voulez. Normalement, un pays pauvre doit utiliser son épargne pour investir, pour se développer, pour créer des écoles. Elisabeth, allez-y. Éric Israéli, d'ailleurs, pardon, il y a quelques années, d'ailleurs, vous n'étiez pas fasciné, je trouve ça injuste de le dire, mais vous étiez quand même plus admiratif. Mais je reste admiratif parce qu'attendez, ils ont une performance inouïe. Moi, j'aimerais bien qu'en France, on ait 10% de croissance. Mais quand on vous lit, il n'y aurait pas autant de chômage. On se dit que finalement, ça fait 10 ou 15 ans qu'on est, depuis Huntington, le 11 septembre, etc., qu'on se dit qu'il va y avoir un choc des civilisations avec le monde musulman. Est-ce que dans le fond, c'est avec le monde chinois qu'il va avoir lieu? Est-ce que, comme le préconisait Huntington, on doit se replier sur notre ère, c'est-à-dire peut-être renoncer un peu au libre-échange? Oui, je pense qu'effectivement, il y a un vrai choc des civilisations, de mon point de vue. C'est-à-dire que derrière cette puissance économique, il y a une puissance culturelle. C'est une culture très, très riche, la culture chinoise. Il y a une manière de penser, une manière de fonctionner, une manière de vivre complètement différente et qui vient, à mon sens, et d'ailleurs le modèle économique, le modèle économico-politique, c'est-à-dire la dictature et l'économie de marché, je pense que ça peut être quelque chose qui va séduire, comme je le disais, dans beaucoup de pays, dans beaucoup de régions. Alors moi, je reste séduit, je reste impressionné par la performance de ce pays, mais je m'inquiète de cette espèce d'arrogance désormais. Vous avez l'air de dire que cette arrogance cache aussi une angoisse face à ce modèle mirifique. Vous avez l'air de dire que c'est un peu un colosse au pied d'argile quand même. Oui, absolument. Je pense que l'arrogance qu'ils affichent aujourd'hui, c'est lié aussi à leur crainte finalement de ne pas poursuivre la croissance qu'ils ont aujourd'hui, puisque jusqu'à présent, ils avaient les moteurs de leur croissance, c'était la démographie, une démographie qui explosait, c'était l'exportation. Ces moteurs s'épuisent, il faut qu'ils aient des nouveaux moteurs, il faut maintenant que les Chinois puissent consommer, ce qu'ils ne font pas, ce qu'ils ne font pas suffisamment. Il faut donc qu'il y ait une protection sociale, il faut qu'il y ait des salaires plus élevés, et tout ça. Il faut qu'il y ait une révolution socialiste, en fait, en Chine. Commentaire de Jean-Christophe et Tariq, si nos commentateurs les laissent parler. Jean-Christophe. Pour faire évoluer un pays comme ça, pour l'accompagner, peut-être dans plus de démocratie, les droits de l'homme, il n'y a pas que la dénonciation non plus. Il n'y a pas que le choc frontal en disant... Il y a aussi le fait, et je crois que c'est très important, d'associer un pays comme la Chine
aux instruments de la gouvernance mondiale, de les mettre. Moi, au Sénégal, par exemple, bon, c'était dans un contexte très particulier, mais j'ai beaucoup associé l'ambassadeur de Chine à toutes nos réunions, etc., pour pas le mettre, pour pas le transformer en une espèce d'État voyou, d'État paria. Et finalement, on se rend compte que les Chinois sont assez demandeurs d'une forme de responsabilité mondiale. Mais évidemment, si on les transforme en État voyou, en disant on les met à part, ils n'obéissent à aucune règle, je pense qu'on crée un ennemi. Hein, ça se fait, on y arrive à créer un ennemi simplement en le méprisant et en le mettant à l'écart. Je pense qu'il faut plus les associer. Bon, il faut continuer aussi à dénoncer, mais il faut aussi les associer à nos décisions. Oui, mais ce qu'on constate, c'est que souvent, ils s'associent et après, je dirais, ils prennent des engagements qu'ils ne respectent pas. Donc ça pose des... On l'a vu à l'OMC, on le voit dans un grand nombre de mais cas. c'est là où il faut les faire progresser dans un cadre... Je ne pense pas que ça soit intéressant de faire une espèce de containment, comme on disait autrefois, à l'égard de la Chine, en mettant ce pays à l'écart. Je pense qu'on... Tariq, un mot. Juste vraiment l'impression, effectivement, que parfois, les politiques occidentales, par rapport à la Chine, ne savent pas très bien comment se positionner et sont parfois très maladroites dans le positionnement sur la scène internationale. On est entre le choc culturel et la compétition économique. C'est tout ce qui nous intéresse. Et ça, effectivement, on crée l'ennemi. On n'est pas du tout dans un rapport, d'abord, qui est lié à aujourd'hui des nouveaux enjeux. Je pense, par exemple, au Moyen-Orient et à l'Afrique. La présence chinoise en Afrique et au Moyen-Orient est phénoménale. Phénoménale. Et donc, c'est une OPA sur... Est-ce que vous disiez tout à l'heure, le passif impérialiste, le passif colonial n'est absolument pas présent dans beaucoup de conscience arabe par rapport aux Chinois. Et on acceptera chez les Arabes beaucoup plus une pénétration chinoise sans le passif colonial que ce qu'on accepte maintenant des Occidentaux. Il faut qu'on se rende compte de ça, parce que là, on est en train de faire un très très mauvais calcul historique sur la présence des Chinois. Et l'autre chose qui me paraît importante dans ce que vous avez dit, c'est à l'intérieur de la Chine, c'est une dictature et il y a quand même des mouvements d'opposition qu'on a vu s'exprimer il y a 2 ans, raison pour laquelle il faut complètement boucler. La révolte arabe pourrait donner des idées à ceux qui sont dans le nord-ouest, à ceux qui sont aujourd'hui sous la répression. Donc je pense qu'on devrait peut-être reconsidérer nos positionnements par rapport à la Chine. Pour poursuivre donc la discussion, moi je vous conseille la lecture de ce livre excellent, L'arrogance chinoise par Eric Israelevich. Ce que m'a soufflé David à l'oreille, j'ai beaucoup aimé. Et il a symbolisé ça, il a dit c'est pas le choc des civilisations, c'est le chèque des civilisations. Je trouve ça très joli. Le chèque chinois. Ouais. C'est plus chercher la femme maintenant.